La vie en ligne, c'est vrai, nous facilite énormément le quotidien. Mais il y a un revers à la médaille. Ça ouvre grand la porte à des menaces numériques qui sont de plus en plus sophistiquées. Pour naviguer sans trop de soucis, il est devenu crucial de bien comprendre ces risques et surtout de savoir comment s'en protéger. Cette citation de Yasmine Douadi, elle donne le ton, n'est-ce pas? Ça nous plonge tout de suite dans une réalité assez glaçante. Les vieilles astuces pour vérifier si quelqu'un est légitime, eh bien, elles ne suffisent plus. Alors la question c'est, quels sont les vrais enjeux aujourd'hui et comment peut-on faire pour garder une longueur d'avance? Ok, alors pour bien se défendre, la première étape, c'est de comprendre l'ampleur du problème. Et pour ça, on a les données de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui nous brosse un tableau très clair de la situation en France. Regardez ce chiffre, plus 15%. C'est l'augmentation du nombre d'incidents de sécurité traités par l'ANSSI en 2024. On parle de près de 4400 événements. Ce que ça nous dit, c'est que la menace n'est pas quelque chose de statique, pas du tout. Au contraire, elle est en pleine expansion, elle s'intensifie d'année en année. Et quand on creuse un peu pour voir ce qui motive ces attaques, on s'aperçoit que c'est assez complexe. Bien sûr, il y a l'appât du gain, le vol d'argent, mais ce n'est pas tout. Une part presque aussi importante est liée à l'espionnage. Et d'autres cherchaient juste à semer le chaos, à déstabiliser. Le champ de bataille numérique a donc des enjeux qui vont bien au-delà du simple portefeuille. On voit aussi que les cybermenaces sont très connectées à l'actualité. Prenons l'exemple des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. On a observé un pic très net d'incidents à ce moment-là. C'est logique, les grands événements comme celui-ci sont des opportunités en or pour les attaquants. Ils profitent de l'attention générale et du besoin accru de services en ligne. Bon, maintenant qu'on a vu la vue d'ensemble, descendons au niveau individuel. On va décortiquer ensemble une arnaque très courante et malheureusement très efficace, pour bien comprendre les rouages psychologiques que les escrocs exploitent. Alors, cette arnaque, elle a un nom, le vishing. C'est la contraction de voice, la voix, et phishing, l'hameçonnage. C'est une technique redoutable parce que l'escroc n'est plus un simple email anonyme. Non, il a une voix. Il instaure un dialogue, ce qui rend l'arnaque tout de suite beaucoup plus personnelle et donc beaucoup plus convaincante. Le scénario est souvent le même et il est bien rodé. Première étape, l'appel. Il a l'air tout à fait légitime car souvent, le numéro qui s'affiche est bien celui de la banque. Ensuite, pour gagner la confiance, l'escroc va utiliser des infos personnelles qu'il a déjà réussi à obtenir. La troisième étape, elle est cruciale, créer un sentiment de panique, d'urgence. Et c'est là que le piège se referme. La victime, stressée, est poussée à valider une opération en pensant annuler une fraude, alors qu'en réalité, elle autorise un virement. Et c'est ça, le point fondamental. Les escrocs ne piratent pas le compte au sens technique du terme. Ils manipulent leurs victimes pour que ce soit elles-mêmes qui donnent l'autorisation. C'est une nuance essentielle parce que ça leur permet de contourner la plupart des barrières de sécurité. Heureusement, face à ce genre de menaces, on n'est pas sans défense. Et la première ligne de défense, eh bien, elle se situe du côté des banques elles-mêmes et de leurs obligations légales. C'est la question que tout le monde se pose. Une fois qu'on s'est fait avoir, qui est responsable? La victime pour être tombée dans le panneau ou la banque qui est censée protéger l'argent? Sur ce point, la loi est en fait assez claire. Alors, il faut savoir que les banques ont plusieurs devoirs. Elles doivent bien sûr sécuriser leur système, surveiller les transactions bizarres, mais surtout, et c'est la loi qui le dit, notamment l'article L133-18 du Code monétaire et financier, elles ont l'obligation de rembourser immédiatement leurs clients en cas de transaction non autorisée. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. Ce n'est pas à la victime de prouver son innocence. Non, c'est à la banque de prouver que son client a commis une négligence grave. Et ce terme est très important, car c'est une barre très très haute à atteindre pour la banque. Les tribunaux sont d'ailleurs très stricts là-dessus, justement pour protéger les consommateurs. Au-delà des institutions, il faut bien voir que la cybersécurité, c'est avant tout une affaire humaine. Il y a ceux qui attaquent, c'est vrai, mais il y a aussi ceux qui défendent, et c'est intéressant de voir cet aspect. On a souvent l'image du hacker malveillant, le fameux black hat, mais il existe tout un écosystème de white hats, des hackers éthiques. Leur travail, c'est d'être payés pour penser comme des criminels, pour trouver les failles avant que les vrais attaquants ne les exploitent. C'est une sorte de contre-pouvoir technique, et ça montre que des experts travaillent tous les jours pour rendre nos systèmes plus sûrs. La technologie, c'est bien, mais le maillon le plus important de la chaîne, ça reste l'humain. Quelques gestes simples, de vrais réflexes, peuvent construire un véritable pare-feu personnel. Ne jamais, jamais donner ses codes, se méfier comme de la peste de tout ce qui crée un sentiment d'urgence. Utiliser des mots de passe solides, ce sont ces habitudes qui forment la meilleure ligne de défense. Et on termine avec cette question, pour réfléchir un peu. Face à une technologie qui peut désormais imiter une voix humaine à la perfection,
Est-ce que notre meilleure arme ne devient pas tout simplement une saine méfiance? C'est une pensée à garder en tête alors qu'on continue de naviguer dans ce monde de plus en plus connecté.